Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du 0 to 1, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un créatif, un investi, mais surtout un entrepreneur. J'ai le plaisir d'accueillir François Gustave. Salut, comment tu vas? Hey, salut Bruno, merci It Works pour l'invitation. De rien, de rien. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir ici. Surtout que, bon, on le dira un peu plus tard, mais on s'est rejoint via une passion commune, qui est la danse. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et plus qu'une passion, je pense que c'est quelque chose qui nous habite, qui nous fait évoluer. Donc franchement, c'est un plaisir de t'avoir ici. Un plaisir partagé. Top. Alors, tu sais quoi, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est déjà peut-être te présenter, qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, et puis... Voilà. Ok, François Gustave, donc, aka Ghost, dans le milieu de la danse hip-hop et particulièrement du break, puisque je suis un b-boy, un danseur de break. Moi, j'ai commencé le break via des rencontres assez tôt pour mon époque, on va dire, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Et j'ai toujours, parallèlement à la pratique, j'ai toujours continué mes études en fait. Donc je suis passé par l'hôtellerie, le commerce, le management et la communication. Et à côté de ça, j'avais toujours la danse qui parfois me rattrapait, parfois m'animait, ça dépendait des périodes. Mais voilà, ça fait 23 ans maintenant. Donc tu sais, alors moi j'ai connu la danse, j'avais à peu près ton âge, 14 ans aussi, 14-16 ans. Et j'ai vu que la danse c'était souvent un échappatoire, d'accord? C'était un milieu où tu trouvais un peu tout type de personnes, mais aussi un milieu où certaines personnes qui ne trouvaient peut-être pas leur voie à l'école se disaient je veux en faire un métier. Est-ce que toi, dès le départ, tu t'es dit mais, ok, je fais mes études, mais ça peut être un métier? Pas du tout. Pas du tout. Pas une seule seconde. Ok. On faisait ça, on était passionnés, on était vraiment passionnés, on ne se posait pas la question. Moi, j'avais connu un peu à Paris, et puis en descendant sur la région avec mes parents, dans une petite ville qui est située à 60 km de Toulouse, il y avait un mec qui s'appelle, parce qu'il est toujours vivant, Turbo, qui était hyper fort, qui avait appris tout seul avec des cassettes, et moi j'ai vu ça. Mes parents étant commerçants, ils avaient très peu de temps pour nous amener faire des activités HIP-HOP extrascolaires. HIP-HOP, les cassettes, tu parles d'émissions Non, moi j'avais pas connu parce que ça c'était en 82, okay. J'étais même pas né. Mais lui il avait appris avec des VHS qu'il avait récupérés à droite à gauche et tout quoi. Et ouais, mes parents étant commerçants, ils n'avaient pas le temps de nous amener à faire des activités extrascolaires, donc aller s'entraîner avec ce mec-là, et il y en avait d'autres aussi, c'était une opportunité, ça nous occupait, et puis c'était incroyable. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de... Donc c'était une chance un peu de tomber sur quelqu'un. T'imagines, tu vois un gars qui tombe sur la tête, quoi. Tu te dis, waouh, j'ai envie de faire pareil, c'est un truc de fou. Et voilà, donc on était mordus, c'était H24, du matin au soir, on s'entraînait, on essayait, etc. Et pas une seconde, je me suis dit, je vais vivre de ça. Ça arrivait dans ma tête après quelques années. Peut-être quand je commençais à avoir 18-19 ans, que je commençais à donner mes premiers cours, mes premiers stages, que je prenais un petit billet, là peut-être c'est venu dans ma tête, quoi. Mais c'était pas forcément une finalité. Tu as fait comme certains, danser peut-être dans la rue avec le chapeau. Complètement. Tu as fait ça? On l'a fait encore cet été. Non. On l'a fait encore cet été. Mais pas comme à l'époque. On l'a fait cet été à un niveau de maîtrise du street show. Okay. Voilà, c'était une belle aventure. Mais l'avantage du street show, parce que tu vois, il y a ce côté un peu bohémien, limite mendiant,
Mais en fait, tu prends des sous. Hein. Quand tu sais le faire, Oui. tu prends des sous. Après, tu transpires, tu les mérites. Hein. Mais c'est une manière de se créer des dates. Et tu sais, on en revient à l'entrepreneuriat. Et surtout si tu es parti sur ce côté du show de rue, est-ce que le breakdance, puisque toi tu fais du break, ne t'a pas forgé dans l'esprit, ok, demain je peux être entrepreneur parce que regarde ce que je fais déjà, en mode je fais des shows, j'ai pas peur de m'adresser aux gens. Est-ce que ça t'a pas donné un mindset, le break? Complètement. Ouais. Complètement, bien sûr. Moi, à la base, j'étais quelqu'un de relativement timide, Ok. avec peu de confiance en moi. D'accord. Comme je disais, mes parents ils avaient un commerce, donc c'était 70 heures semaine. Hein, donc ils n'avaient pas beaucoup de temps. On était 3 garçons, pas beaucoup de temps à nous accorder en fait de par leur métier. Donc on n'était pas suivis, accompagnés, épaulés. C'était pas un manque d'amour, mais c'était juste une question de temps. Et donc j'avais pas vraiment confiance en moi. Et du coup j'ai franchi les échelons, les escaliers de la peur, on va dire, de ce qui te bloque, des facteurs limitants, on va dire, petit à petit. Et bien sûr, la danse, ça m'a clairement, ça a été un levier. Hein. Ça a été un levier. Donc, quand tu arrives en entrepreneuriat, tu as une capacité de résilience qui est forcément supérieure à beaucoup qui se lancent pour la première fois dans quelque chose, où ils vont être exposés, critiqués, etc., etc. Donc c'était plus simple peut-être pour moi, pour nous, hein, pas que moi, mais ceux qui font comme ça, qui sont issus de la danse, de se lancer. Mais je te rejoins totalement parce que, alors moi, c'était ce qui m'a créé un peu un déclic, parce que moi je suis assez, ça se voit pas, introverti. C'était mon premier battle. Et mon premier battle, je me rappelle que je suis au milieu des gens et je dois bouger. Et je ne sais plus qu'est-ce que je fais, je suis perdu dans le flou. C'est une espèce d'aspiration de background qui fait tu vois, c'est fait que tu vois dans les films. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça, moi je pense qu'il faut la force du groupe parce que j'avais eu une équipe. Donc Rennes, je pense que tu arrives à ce niveau de conscience, d'élévation, parce qu'aussi tu as un crew. Donc est-ce que toi tu avais un crew? J'avais un crew, Ouais. ce qui se perd pas mal aujourd'hui. Ok. On est beaucoup parti sur l'individualisme. Ouais. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, c'est juste un constat de changement. Avant, il y avait vraiment cette notion de crew, de famille, tu évolues ensemble, tu vas pas t'entraîner dans la salle d'à côté, quoi. Tu vois, tu es vraiment, il y a même une hiérarchie, le leader, etc. Tu vois. Aujourd'hui, ça a changé, mais à la base, je suis de cette génération où tu es dans un crew, tu es soutenu, tu te serres les coudes, tu peux compter les uns sur les autres, et ça va loin. C'est-à-dire qu'il y en a un, il t'appelle à 2h du matin parce qu'il a une galère à 200 bornes, tu prends ta voiture, tu vas le chercher, même si tu bosses le lendemain. Tu vois, c'est à ce niveau-là d'entraide. Ah, mais je comprends totalement. Alors, tu sais, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Mais on va revenir sur le côté entrepreneuriat. Donc là, tu nous racontes que tu as eu cette passion pour la danse, mais à côté, tu as quand même compris qu'il fallait, donc par l'école, toi ça a été le commerce, avoir des diplômes, faire autre chose et diversifier un peu son activité. Donc là maintenant, tu as plein d'options, tu as plein de cordes à ton arc. J'aimerais que tu m'expliques un peu maintenant qu'est-ce que tu fais concrètement, c'est quoi ta cible et on va dire qu'est-ce qui te fait gagner, sur quoi tu gagnes plus d'argent. Sur quelle partie de tes activités? Ma cible principale, elle est B2B. Okay. Et en fait, moi, tous mes métiers, puisque j'en ai plusieurs, je vais les citer, mais c'est vraiment des envies et aussi des opportunités qui se sont faites. Vraiment, 90% des choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est des choses concrètes, c'est des choses que je n'avais pas anticipées. C'est des choses que j'avais peut-être imaginées, mais d'une manière un peu nébuleuse, tu vois. Et un jour, paf,
et je prends l'opportunité parce que ça me plaît, par choix, parce que même si c'est un challenge, je l'accepte et tout ça. Et en fait, dans mes métiers, donc j'ai danseur, puisque je suis aussi intermittent du spectacle encore aujourd'hui, donc je suis danseur. Ok. Après, je suis professeur dans une école de communication sur la partie événementielle et la partie événementielle. Donc voilà. Je fais de l'organisation d'événements, hip-hop principalement. Et puis, donc j'ai fait un peu de com pendant quelques années, des logos, des sites web, de la stratégie de communication, du community management, qui aujourd'hui, vraiment, ça représente plus beaucoup de mon activité. Même pas par choix en fait, juste comme ça, puisque la danse m'a pris beaucoup de temps ces dernières années. Ok. Et le dernier métier, c'est maître de cérémonie, speaker que je remets au premier plan. Voilà. Donc ma cible, elle est plutôt B2B, mais tu vois, c'est un peu comme, je le vois un peu comme des alvéoles, tu sais, d'une ruche là où tu as le miel en fait. Tu as l'artistique, tu as l'événementiel, tu as la com, tu as le speaking, tout ça c'est lié en fait. Tu vois. Dans un événement, tu peux avoir tous les corps de métier que j'ai qui se rejoignent et qui sont présents même. Très bien. Voilà. Et dans tout ça, parce que tu m'expliques que tu travailles sur, alors, comme tu dis, cette ruche où tu as différents aspects, est-ce que pour toi, le réseau c'est important? Quelle notion, quelle importance tu donnes au réseau? Une très grande importance. Je pense que en fait, quand tu es dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat, il faut tenir compte d'un facteur essentiel qui est la connaissance de sa localité. C'est-à-dire que le tissu économique et entrepreneurial de Paris a sûrement son fonctionnement, que je connais un petit peu de loin, celui de Marseille, celui de Toulouse. Et tu vois, il y a des fonctionnements qui sont des vérités, et puis il y en a d'autres qui sont liés à la localité. Toulouse, c'est un grand village par exemple, puisque nous on est à Toulouse, et le réseau joue une importance capitale, je dirais. Ça va vite. Si tu commences à faire tous les réseaux d'entrepreneuriat pendant un an, tu vas faire les BNI, tu vas faire les Andés Toulouse, le club de la com, etc., Excel le MEDEF, etc., tu vas t'apercevoir que tu vas vite voir les mêmes têtes. Et en un an, tu vas commencer à connaître un peu tout le monde, entre guillemets, quoi. Et mais tu connais un tel, tu as bossé avec lui, et, oui, hyper puissant. Hyper puissant. Je suis d'accord avec toi. Et alors là, on va retourner un peu sur le hip-hop, parce que c'est quand même une grosse partie de ton profil. La Brigade Fantôme, c'est ton... Alors, c'est pas ton crew, on va dire, c'est ton... Si, crew, collectif. Clairement, que j'ai monté avec mon frère en 2014. D'accord. Voilà, ok. Et ça, alors, comment vous arrivez à gagner de l'argent? Parce que tu sais, vivre du hip-hop, c'est assez compliqué. On va pas se mentir, si tu n'as pas une stratégie claire, il y en a beaucoup. Surtout moi, dans ma génération, j'ai vu des jeunes qui étaient talentueux, à qui malheureusement on a dit qu'ils étaient talentueux, donc parfois ça fait prendre la grosse tête. Et on ne pense pas à demain, on ne pense pas à comment on peut gagner de l'argent avec cet art, qui est parfois en compétition avec la danse classique, je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, comment tu arrives à vivre de... En fait, historiquement, même depuis 20 ans, tu as deux moyens pour gagner ta vie en tant que danseur hip-hop. C'est soit tu es prof et tu dispenses des cours, tu en dispenses assez, soit tu es intermittent du spectacle. Donc tu fais partie d'une compagnie avec des dates, des spectacles qui tournent. Tu as d'autres options, se faire endorser, être payé par des sponsors, gagner des battles, donner des workshops, être juge, mais c'est quand même beaucoup moins stable et beaucoup plus aléatoire. En fonction de si tu as eu un highlight cette année, que tu es remis en lumière, on va t'appeler, mais peut-être l'année prochaine on ne t'appellera plus. Donc voilà, les deux options stables et historiques, c'est ça. Maintenant, il y en a qui se mettent dans l'entrepreneuriat en mettant en place des formations professionnelles, ça se diversifie, tu vois, ça se diversifie. Je te coupe 2 secondes parce qu'en plus sur les réseaux, j'ai vu, alors je ne sais pas si tu connais B-Boy Junior. Bien sûr. Voilà, il lance une formation, ouais. Lui, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça super pertinent. Mais il accompagne, en plus, ça rejoint ce que tu disais, il va accompagner des jeunes b-boys sur la professionnalisation, en fait. Parce qu'ils ne se posent pas la question, peut-être qu'ils ne sont pas conscients des
des portes qui sont devant eux aussi, tu vois. Ouais. Voilà, après, il y a des choses qui changent, il y a des marques qui arrivent, qui investissent un peu, tu vois. Mais voilà, et nous, notre modèle, ça va être des cours, des spectacles, des shows, des interventions, tout ça, quoi. Et j'ai une autre question pour toi, toujours concernant sur ce côté business dans le hip-hop. Ouais. Alors, moi, quand j'ai grandi dans le hip-hop, ça a toujours été via la danse, le graphe et aussi le rap. J'ai même essayé un jour d'écrire quelque chose. Ça a échoué. On a tous essayé. Et ça, tu vois, cette interaction avec ces différents types d'art fait que on avait connexion, non pas seulement avec les gars de la danse, mais aussi avec les gars du graphe et les gars du rap, qui faisait que, à la fin, on pouvait se retrouver avec un réseau, mais inimaginable, tu vois. En gros, il y a un truc qui dit qu'en trois contacts, oui, voilà, on est toujours à 3 mains de connaître n'importe qui dans le monde. C'est ça. Et avec le hip-hop, je me suis rendu compte qu'il y avait cet aspect-là. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça a changé parce que ça s'est quand même sectorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je connais plus beaucoup de graffeurs, plus beaucoup de rappeurs, plus beaucoup de... Okay. Voilà, tout simplement parce qu'avec les nouvelles technologies, avant, dans la transmission, tu étais obligé d'aller à la rencontre de ceux qui détenaient les connaissances et les compétences pour avoir une transmission. Il n'y avait pas le choix. Avec Internet, aujourd'hui, tu as 70 tutos, 100 tutos, tu peux apprendre tout seul chez toi dans ton salon. Tu vas avoir Julien qui aime bien le rap et il a commandé un ordinateur et un logiciel à sa mamie avec un micro pour Noël et il va se mettre à composer, à faire du rap dans sa chambre. Et il va sortir des trucs sur Internet. Il n'aura jamais été voir un ancien qui va lui donner des techniques d'écriture, tu vois. Et du coup, ce qui fait que tu as plein de gars, tu ne les as jamais vus. Tu vois, ils sont dans ta ville, ils sont dans ton... Donc c'est un peu plus sectorisé, on va dire. Néanmoins, ça reste un réseau, bien sûr. Ouais. C'est dommage en tout cas. C'est vrai que j'étais dans un battle de house et c'était où encore ? Le Havre. Et si je ne me trompe pas. Et c'était c'est un chanteur qui s'appelle Medine. Oui. Qui nous avait dit parce qu'il avait vu le battle un peu, en fait on devrait bien conserver ça parce que le rap en tout cas la musique a beaucoup changé de leur côté. J'ai fait sa première partie d'ailleurs une fois à Medine. Ah le réseau. C'est incroyable. Et alors bon, tu sais, comme je te dis, on pourrait parler très très longtemps. Ouais. Je te pose une dernière question et après on va passer à un petit jeu. Je vais t'expliquer c'est quoi. Ok, d'accord. En gros, la dernière question que je pose souvent aux entrepreneurs, c'est si demain tu es malade, d'accord ? Comment tu gagnes de l'argent ? Si je suis malade... Est-ce que tu as pensé ? Ouais. D'accord, alors ça dépend à quel niveau de maladie. Tu es malade, tu dois rester sur ton lit. Je dois rester sur mon lit. Ouais. Là, je pense que je vais développer, parce qu'il y a d'autres choses que je suis en train de développer, mais notamment peut-être sur la formation, à voir. Donc, il y aura sûrement ce moyen-là, puisque tout sera en place, mais avec l'ordi, avec un site, avec des articles, avec... il y a ça qui est dans les tuyaux, quoi. Ouais. Je ne me le souhaite pas, évidemment. Non, mais je ne me projette pas dans cette voie. Mais en tout cas, on disait tout à l'heure, en off, la diversification, c'est quelque chose qu'il faut avoir à sa portée de main, clairement. Ouais. Tu sais, c'est important parce que je te dis ça, surtout en tant que danseur, il y a eu la période du Covid. Et la période du Covid, tu as eu plein de danseurs qui ne pouvaient plus être intermittents. Il y en a qui ont été prolongés. En fait, ça dépendait à quel moment, on va pas rentrer là-dedans, était ta date anniversaire. Il y en a qui ont été dans le bon créneau. Ouais. Et il y en a d'autres, même artistiquement, des compagnies qui ont... Ceux qui ont résisté, ça va, mais bon, il y en a ça a été compliqué. Ça a été compliqué, tu vois, d'où le fait de... Si tu es malade, comment tu fais demain ? Et moi, je pense qu'il faut toujours se poser cette question pour... Moi, je parle souvent avec des auto-entrepreneurs et je leur dis, tu es en auto, c'est bien. Tu vis bien de ta passion, mais en fait, c'est le premier step
pour peut-être passer demain en une entreprise avec des gens qui travaillent pour toi? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça dépend de l'ambition. Ouais. Moi, je suis pas mal dans ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire anticiper les pires scénarios. Néanmoins, je vais peut-être pas jusqu'à celui-là, même s'il faudrait, parce que bon, bah, des fois, voilà, il arrive des choses et tu composes avec aussi. C'est Tout ça. à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Bon, alors la discussion est belle, mais on va avancer. Alors, tu sais, nous, ce qu'on propose dans Histoire d'entreprendre, c'est des petits jeux pour connaître un peu le mindset de nos entrepreneurs. Ok. Donc, à ta droite, tu as 3 jeux. Tu vas choisir le jeu que tu souhaites et tu vas nous le montrer. Et de ça, on va expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu as choisi. Je vais choisir Association Express. Ça sent le challenge. Ça sent le challenge, ouais. Alors pour expliquer, c'est simple. Je vais te donner un mot et à ce mot, tu vas dire par exemple, imagine le mot c'est arbre. Tu vas dire arbre me fait penser à feuille, feuille me fait penser à écriture, écriture me fait penser à... D'accord? Et je m'arrête pas. Et tu t'arrêtes pas et tu as 1 minute pour enchaîner. Okay. Et nous... Moi, comme les auditeurs, on va compter le nombre de mots que tu as pu enchaîner. Okay. Et quand je sens que ça bug, je te donne un autre mot. Ok. Ça marche? Je dirais que je vais poser un 16 mesures de rap. Allez, dans 1, 2, 3, générique. Ok, on est parti. Alors, résilience. Résilience, combativité, effort, surmenage, repos, étirement, bien-être, sauna. Vision. Vue, réflexion, mentale, développement personnel, remise en question, progression, apprentissage. Sacrifice. Sacrifice, oh là, sacrifice, abnégation, on est dans le synonyme. Difficulté, l'entourage, le soutien, la famille, les proches, les amis. Patience. Patience, patience. Tout arrive à qui sait attendre. Alors, patience. Patience, repos, attendre, grand berger, prendre sur soi. Transmission, pédagogie, jeunesse, joie, sourire, nouveauté. Doute, réflexion, Dunning-Kruger. Et c'est fini. Pas mal. Bon, là, tu arrives à la vingtaine de mots. Okay. Franchement, top. Alors, je vois quand même qu'il y a le pattern de la famille. Ouais. Il y a le côté de la résilience où tu es dans l'effort, tu lâches rien. Et j'aimerais que tu me parles de ça un peu, de ce côté. Donc, ce que j'entends, c'est que pour toi, la famille, c'est important. Et tu es dans un mindset assez guerrier, peut-être? Oui, de fait, parce que en fait, on ne part pas tous de zéro. Il y en a qui partent de 15, il y en a qui partent de moins 10, il y en a de moins 20, enfin bon, bref, tout le monde a son échelle. Dedans, il y a des facteurs, j'ai fait un petit outil là-dessus d'ailleurs, où il y a une vingtaine de facteurs qui font que tu as plus de prédisposition à réussir que d'autres. L'entourage, le soutien, la connaissance, le travail, l'influence, l'argent évidemment aussi, tout ça rentre en compte, mais t'en as qui partent de 15 et qui arrivent à 30, et t'en as qui partent de moins 10 et qui arrivent à 20. Donc quand tu arrives à 20, tu te dis purée, l'autre à 30, il est toujours au-dessus de moi. Oui, sauf que lui, il a progressé de 15 et toi, tu as progressé de 30 dans ta vie, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est bien de regarder dans le rétro et pas toujours se comparer parce qu'on veut se comparer. C'est comme ça, là, se comparer. Ouais. Toujours plus haut, toujours plus loin. Tu te rappelles de... c'est Desporucci qui disait quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Et des fois, parce que tu as toujours le doute. Et le doute, il est important pour se remettre en question, mais il faut voir le chemin parcouru et la résilience, pour en revenir à ta question.
chacun, c'est relatif en fait, à chacun, tu vois. Ouais. Mais quand tu as fait du break, tu as quand même bouffé du sol pendant 20 ans, Ouais. c'est dur, dans le froid, dehors, dans des chauds, tu vois ce que je veux dire? À la gare, Tu la es police habitué arrive. Tu es habitué à recommencer et te blesser et te faire mal. Et donc, c'est un développement sur soi qui est très riche, Ouais. en fait. Donc, de fait, tu as une capacité de résilience qui est forte, en fait. Ouais. Et on voit que les gens qui ont un entourage vraiment bienveillant et accompagnant, ils vont plus loin que les autres. Clairement, j'ai beaucoup d'exemples sur le sujet, des enfants où tu as les parents qui sont vraiment derrière, ils ont beaucoup plus de chances d'aller plus loin en tout cas. Ouais. Top. Franchement, c'est top de parler avec toi. Non, tu as plein de. Franchement, on refera un deuxième, troisième, quatrième podcast. Comme tu veux. Rendez-vous pris. Comme tu veux. Rendez-vous poste. En plus, tu as. Oh non, c'est bon. On a déjà le truc. Alors, bon, on arrive bientôt à la fin du podcast. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est un dernier petit jeu. D'accord? Ça s'appelle l'ABCDR. Et en gros, c'est un peu pour voir ton flow. D'accord? Ton flow. Mon flow, je suis à l'ABCDR. Ouais. Alors, c'est très simple. Je vais commencer en disant une lettre, en disant une phrase qui commence par une lettre A. Alors, comment ça va? Et toi, tu vas commencer par la lettre B. Ok, d'accord. Bien, ça va. Ok. Ok. D'accord. Donc, on se générique et on est parti. Ok. Alors, on est reparti. Donc, on est parti. Je vais commencer par une phrase qui commence par la lettre A, et toi, tu vas enchaîner par la lettre B, moi, la lettre C, etc., etc. Ok? Alors, dans les petites cartes, à la fin, il y a un petit piège parce qu'il manque des cartes. Ok, je sais. C'est le challenge. C'est le challenge, ça marche. Avec quelle stratégie comptes-tu développer ton chiffre d'affaires cette année? Je compte mettre en place, continuer le l'inbound marketing. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents? Directement par ma personnalité. Et quelle action marketing fonctionne le mieux pour toi actuellement? Focus sur l'inbound marketing. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, ça marche. Grâce à quelles ressources ton entreprise a-t-elle le plus progressé dernièrement? Bon, on te l'accorde pas là. Ça marche, ils ont tout. Bon, alors, tu es arrivé à la lettre H. Franchement, respect. tu feras mieux la prochaine fois. Ah, c'est possible, ouais. Mais oui. Non, celle-là m'a vraiment compliqué. Heureusement. H, heureusement, je sais pas. Oui. Mais ça marchait, c'était bien. On écrira dans le règlement les onomatopées Sont interdites. sont interdites. Ok, d'accord, ça marche. Mais top, non, mais franchement, tu t'es bien sorti. Alors là, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Et si tu as aimé le moment, ce qu'on pose à chaque personne qui vient, c'est est-ce que tu aurais des gens qui sont un peu dans cette même vibe de partager avec nous leur expérience entrepreneuriale et que tu penses qu'ils seraient intéressés à discuter avec nous? Oui, j'en ai deux qui me viennent en tête qui ont un parcours et un métier atypique. Ok. J'ai Rodolphe Morali, l'agence La Bulle Rose, donc c'est tout ce qui est autour de la décoration, du graphe, voilà, parce que c'est un graffeur et qui est dans l'événementiel, le branding, la personnalisation, team building, tout ça, hyper intéressant. Et j'ai un autre profil artistique aussi, c'est Paul Monnier, qui est metteur en son et qui fait de l'audio branding, qui est artiste aussi à côté. Audio branding. Ouais, ça veut dire que par exemple, tu vois le logo de la SNCF, par exemple, lui il va pouvoir créer ça pour une entreprise, un logo sonore
mais pas que. Il faut aussi des team building, écrire une chanson, voilà. Donc, et ça, c'est à Toulouse, ouais, bien sûr. Wow. Voilà. Non, mais on a une pléiade d'entrepreneurs, je veux ça. tu sais, on en discutait en off, et je pense qu'il faudra refaire notre podcast pour parler un peu de ça. Je vais te parler par exemple de la danse. Pour moi, la danse, on réussissait qu'à Paris, et toi tu me dis que non, en fait, on peut réussir ici, tu vois. Et moi je pense qu'il y a trop de thématiques qu'on devrait aborder. Bon. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette fin d'année? Tout le meilleur. Tout le meilleur. Beaucoup de cash. Beaucoup de cash, bien sûr. Mais justement, en parlant de cash, tu sais, je t'en parlais en plus en off. Il y a un rappeur que j'ai beaucoup écouté qui s'appelle Fab, qui chantait avec East, E-A-S-T. Et E-A-S-T, East, il te disait dans ses chansons, c'est le rappeur qui chante en français et en anglais. Okay. Est-ce que pour toi, parler l'anglais, c'est un levier fondamental pour peut-être une expansion de ton entreprise? Bien sûr, tu es obligé de parler anglais aujourd'hui. Obligé à minima. Ok. Après, avec l'IA et tous les traducteurs, peut-être qu'on sera plus obligé bientôt. Dans 1 ou 2 ans, tu as déjà des outils qui te permettent instantanément de traduire avec n'importe quelle langue, en fait, tu vois. Donc, peut-être qu'on ne sera plus obligé, mais à aujourd'hui, on est encore obligé d'avoir un minimum de base. Bien sûr. Top. Je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, ben on va devoir se laisser. Ça roule. Merci Bruno. Itelwork. À très vite pour la saison 2, 3 et 4 de ce podcast. C'était Histoire d'entreprendre. Et bon, là on va le faire en mode Peace, Love and Unity. Ciao.